On y va? Alors, Birchut Moreinu Harav, avec la permission de Monsieur le Rabbin, je vais essayer d'expliquer ce qu'est la chita de notre communauté. Notre communauté se réclame d'un système qui s'appelle Torah im Derech Eretz, et il est très facile de constater que la connaissance précise de ce que ça signifie n'est pas extrêmement répandue. Torah im Derech Eretz a un sens très précis, et déjà une première remarque, si on se met face à la modernité, et si on se demande ce qu'est la modernité, on constate premièrement que Torah, Derech Eretz sont des concepts hébraïques, et que la modernité, eh bien, c'est aussi un concept hébraïque, si vous vous attendiez au contraire. Pourquoi? Parce que de tout temps, les chachamim de toutes les époques se sont attachés à être dans le temps. Et d'abord, c'est une obligation des rabbins de la génération de réfléchir aux problèmes du temps et de résoudre les problèmes du temps. La Torah dit clairement « Alpi ha-Torah asher yorucha » selon la Torah qu'ils vous enseigneront de génération en génération. Ça, c'est l'approche extrêmement simple. Et dans la communauté, un certain nombre de gens pensent, ce dont on peut se rendre compte facilement, que le système de Torah im Derech Eretz serait, ce qu'il n'est pas du tout, une sorte de modalité intermédiaire entre l'orthodoxie et les tendances au libéralisme. Alors ça, c'est complètement erroné. Il ne s'agit pas d'une modalité de judaïsme qui soit en dehors de l'Emunat Chachamim, de ce que nos Chachamim nous ont enseigné au cours des générations, de toutes les générations. Il ne s'agit pas de se situer par rapport à des mouvements libéraux ou de réformes qui existent. Modernité, c'est-à-dire participer au temps présent, au bénéfice des progrès techniques et scientifiques, au goût du moment, cela a toujours plus ou moins fait partie de la démarche du judaïsme éclairé. On peut citer d'abord les chachamim de l'époque talmudique, qui connaissaient parfaitement ce que faisaient en termes de pensée, en termes de science, les civilisations qui nous entouraient. Si vous voulez, excusez-moi de donner un exemple personnel, mais quand j'étais étudiant, j'avais un professeur de droit romain qui s'appelait le professeur Prévost, pour qui j'ai fait un mémoire assez détaillé de comparaison entre la Mishnah et le Code de Théodose. Il est absolument évident pour moi que les chachamim de la Mishnah connaissaient le droit romain et que vraisemblablement certains jurisconsultes romains savaient ce que faisaient les Juifs, ou plus exactement les Hébreux. Donc la confrontation avec la pensée du temps, c'est quelque chose qui nous est consubstantiel depuis toujours. La grande question, pour rester, ou plus exactement se projeter dans l'actualité, est de savoir si le judaïsme est une religion ou s'il est une nationalité. Sommes-nous une religion ou sommes-nous un peuple? Il y a des pages éclairantes dans notre maître à tous, qui est le professeur Menachem Elon, qui enseigne Mishpat Ivri, le droit hébraïque à l'université hébraïque. Il n'enseigne plus, il doit être à la retraite, il est peut-être même décédé, mais en tout cas, il a fait un travail absolument considérable. C'est un Talmid Chacham, Yireh Shamayim, c'est-à-dire quelqu'un qui était complètement dans la tradition et dans la foi juive, et pour lui, la loi, la Torah et le Mishpat Ivri, le droit hébraïque, c'est la loi
à la fois nationale et religieuse du peuple juif. Quelque chose qui, pour nous, est indissociable. Alors, pour comprendre l'enjeu, et quand on a compris, quand on essaye de distinguer entre le fait d'être une religion ou d'être une nationalité, personnellement, je n'ai pas énormément de doutes. Nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas une religion à mettre sur le même plan que les autres religions. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de remarquer que le mot religion n'existe pas en hébreu. En hébreu moderne, quand on veut dire religion et qu'on dit date sans aïe, hein, pas date. Bon, quand on dit date, ce mot ne veut pas dire religion, il veut dire la loi. Par exemple, dans le Gillat Esther, on dit Datehem shonot mikol aman dit Datehem shonot mikol am. Leurs lois sont différentes des lois des autres peuples. Eish dat natan lamo, une loi de feu à son peuple. La Torah est dans l'Antiquité hébraïque, la loi nationale, et dans l'Antiquité aussi, chez nous comme chez nos voisins d'alors, les civilisations d'alors, il y a un mélange intime entre religion, entre conviction religieuse et la loi. En latin, il y a deux mots pour désigner le droit, il y a jus et fas, et en fait, l'imbrication n'a cessé que dans les temps modernes. C'est vrai aussi dans l'art. L'art dans l'Antiquité était exclusivement religieux chez tous les peuples et dans toutes les nations. Donc, nous sommes une nation, et d'ailleurs, on peut se demander si le terme de conversion est bien approprié. Moi, je trouve que devenir juif, quand on ne l'est pas, c'est davantage une naturalisation qu'une conversion, parce que le modèle de Ruth, Amère, ami, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon peuple, c'est bien le mélange du fait d'adopter la condition d'une nation, d'un peuple, et je ne m'attarde pas sur ce sujet-là. Nous sommes donc, dans l'Antiquité, le peuple hébreu qui a une terre, une loi, un Dieu bien sûr, une langue et un projet, non seulement pour lui-même, mais pour l'humanité. Nous sommes à cet égard déjà une particularité comme peuple, c'est que dans l'Antiquité, personne, ni les Grecs, ni les Romains, je ne parle même pas des civilisations plus anciennes, n'ont de projet pour l'humanité et pour le futur. Ils ont des projets nationaux, mais ils n'ont pas de projet de vision historique sur l'avenir. Et dans cette perspective-là, non seulement nous avons donné au monde le monothéisme, mais nous avons nous avons reçu et dans certains cas développé, le mot inventé est un lapsus fâcheux, nous avons donné au monde un certain nombre d'institutions qui sont aussi des institutions politiques. Le repos hebdomadaire comme mesure sociale et comme organisation de la vie sociale, c'est tout à fait extraordinaire. L'éducation nationale, Veshinantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants. N'importe quel juif, n'importe lequel d'entre nous ici peut dire que depuis l'Antiquité, il n'a pas d'ancêtre analphabète, parce que le fait de devenir un bar mitzvah, c'est montrer un garçon de 13 ans qui publiquement lit. Donc le fait de l'éducation nationale et généralisée, ce n'est pas le fait de Jules Ferry, c'est le fait de la Torah, Veshinantam levanecha, Velimatem otam, etc. Nous avons aussi donné, c'est un sujet en soi,
mais je veux quand même le rappeler, nous avons donné la démocratie, les fondements de la démocratie, et je rappelais à cet égard que la Déclaration universelle des droits de l'homme, si vous ne savez pas ça, la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de 1789, a été copiée sur la charte, sur la Constitution américaine, et la Constitution américaine a été écrite entièrement par les protestants américains qui se sont servis exclusivement de la Bible. Donc on peut dire, sans que ce soit une vantardise excessive, on peut dire quand même que le concept des droits de l'homme et l'essentiel de ce qu'on appelle les droits humains sont les fils de la Torah, même si c'est par une voie un peu détournée. Nous avons inventé la séparation des pouvoirs, la répartition entre le Sanhédrin et le roi, le contrôle du Sanhédrin sur le roi, puisque la constitutionnalité, c'est-à-dire le fait que le roi ne puisse pas faire n'importe quoi sans l'autorisation pour des choses importantes du Sanhédrin, comme par exemple partir en guerre, Milchemet Areshut, faire la guerre, impliquer l'autorisation du Sanhédrin. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais c'est une idée qu'on peut vraiment développer. Et enfin, on a aussi le concept de la messianité, c'est-à-dire, si vous me passez l'expression triviale, le fait que nous ramons aussi pour toute l'humanité dans le travail que nous faisons sur nous-mêmes et pour les autres. Donc, nous avons vécu dans la connaissance et dans la confrontation avec la culture universelle et créé un modèle qui a de la pérennité. Maintenant, je vous annonce un peu la suite. Nous allons voir que les Hébreux que nous étions, sont devenus les Juifs, puisque dans l'Antiquité on ne parlait pas des Juifs mais des Hébreux, et nous verrons aussi qu'aujourd'hui, et c'est le problème d'actualité, aujourd'hui les Juifs sont en train de redevenir les Hébreux de l'Antiquité. Les Israéliens d'aujourd'hui sont, que certains de leurs comportements nous plaisent ou pas, les Israéliens d'aujourd'hui, ce sont les Hébreux de toujours. Voilà le schéma de ce que je vais vous exposer, mais maintenant je vais quand même entrer dans la définition du Derech Eretz. Dans la Torah, l'expression Derech Eretz est décomposée en c'est Derech Etz HaChaim. Ce qu'on dit dans Bereishit, c'est Derech Etz HaChaim, le chemin de l'arbre de la vie. Et les Chachamim de Rashi expliquent que Derech Etz HaChaim, c'est la Torah. Nous chantons ça à chaque fois qu'on sort la Torah. On dit Etz Chaim hi la machazikim ba. L'arbre de vie, c'est la Torah. Et Derech, c'est le Derech Eretz. Monsieur le rabbin Milevski, le Shabbat précédent Shavuot, nous a rappelé qu'on a une tradition selon laquelle on appelle le Shabbat qui précède Shavuot, on l'appelle Shabbat Derech Eretz. Une certaine tradition qui est comme ça. Pourquoi? Parce que on nous dit aussi que Derech Eretz kadma la Torah. Le Derech Eretz a précédé la Torah. Et cette expression a un double sens. D'abord, un sens chronologique. Le Derech Eretz a existé avant que nous ayons la Torah. Le Derech Eretz, on va voir dans le détail ce que c'est, mais schématiquement, c'est l'ensemble des règles qui font que l'homme fait partie du Yishuv, qu'il est inséré dans une collectivité, qu'il a des rapports apaisés avec ses voisins, avec ses compatriotes, avec ses autorités. Le Derech Eretz, c'est aussi toute une somme de règles qui ont précédé la Torah et qui ont rendu la Torah possible.
Mais l'autre sens, qui est le plus vrai, le plus profond et le plus répandu, c'est que Derech Eretz est nécessaire à la vie, est nécessaire à la Torah. C'est-à-dire que la Torah, vivre selon la Torah, n'est possible que si on est dans le Derech Eretz. Alors, qu'est-ce que le Derech Eretz? J'ai deux références. Je ne vais pas vous assommer de citations, mais je crois que c'est intéressant de voir des définitions qui émanent d'autorités indiscutables. Ça, c'est dans l'encyclopédie talmudique, une source vénérée par tout le monde, faite dans l'esprit le plus orthodoxe imaginable, et cependant avec une démarche extrêmement scientifique. C'est à la fois universitaire et à la fois yeshiviste. Voilà la définition de Derech Eretz. Il y a 30 pages, je ne vais pas vous lire tout ça, rassurez-vous, mais voilà ce que dit le texte sur Derech Eretz, je vais vous faire la citation. Derech Eretz, Batalmud Vrishonim, le Derech Eretz, dans le Talmud et chez les commentateurs des premières générations. Mouvano, son sens, sa signification, Hitrabrut im bnei Adam benachat ou musar. C'est le fait d'avoir une vie sociale organisée benachat de manière paisible ou musar et conforme à des règles morales. L'essentiel du Derech Eretz, c'est, pour parler breton, c'est être un mensch. C'est être un mensch, c'est-à-dire être conforme à ce qui est nécessaire pour rendre la vie sociale possible et apaisée. Et il ajoute, c'est pas seulement ça, c'est aussi tarbut. Tarbut ici, c'est dans le sens de la culture, je dis bien. Yeshuvo shel olam, le yeshuv shel olam, c'est faire partie de la société humaine dans tout ce qu'elle comporte comme exigence. Yeshuvo shel olam. Melacha, le travail, ou masa ou matan, et les affaires, le travail et les affaires. Noheg teva, se conduire conformément aux exigences de la nature, v'chayotze, etc. Voilà la définition qui est détaillée en 30 pages, qui donne le premier sens de Derech Eretz. Dans le langage courant, en Israël, Derech Eretz veut dire la politesse. Et la politesse, c'est aussi un élément du Derech Eretz. Et dans la Haggadah de Pessah, vous vous rappelez, Prishut Derech Eretz, Derech Eretz, c'est la sexualité. Dans la Haggadah de Pessah, l'expression Prishut Derech Eretz veut dire ça. C'est Zichrono Livracha, le rabbin Gottlieb, qui m'a appris ça. Je n'avais jamais compris ce sens-là. Donc, on voit ce qu'est cet ensemble. Il s'agit par conséquent, avant de vivre la Torah, simplement d'être un homme civilisé et un homme pacifique. Et je vais là maintenant vous donner une autre définition, celle qui se trouve dans le Maharal de Prague. Et là, vous allez voir, elle est d'une saisissante actualité, elle nous projette vraiment dans l'actualité. Ce livre s'appelle Netivot Olam, les chemins du monde, c'est-à-dire, voilà, il y a plein de choses intéressantes. Et le dernier chapitre s'appelle Netiv Derech Eretz, le chemin du Derech Eretz. Et je ne vais pas entrer dans tout ce qu'il nous raconte, mais je vais vous lire une phrase très intéressante. Im yiten kol inyano la Torah. Quelqu'un qui se consacre complètement à la Torah. Im yiten inyano kol inyano la Torah.
Afalgav, bien que chez la Torah il mala meyakol, bien que la Torah soit d'une valeur supérieure à toutes les autres valeurs, ein hadavar hazeh raoui la adam. Ceci n'est pas convenable pour l'homme. Il n'est pas convenable pour l'homme de se consacrer exclusivement à la Torah. Raoui la adam, bema shehu adam, en ce qu'il est un être humain. En ce qu'il est un être humain, il ne doit pas se consacrer exclusivement. Moi, je n'aurais jamais eu la chutzpah de dire une chose pareille. C'est pas une idée très répandue, en tout cas dans un certain nombre de milieux de l'orthodoxie contemporaine. Mais je vous cite le Maharal avec la source. Et il continue, car mitzad shehu adam, car à partir du moment où on constate qu'il est un être humain, yesh linhog bederech eretz. Il faut se comporter, quand on est un homme, on doit d'abord se comporter avec le derech eretz, c'est-à-dire dans la définition qu'on doit voir, travailler, gagner sa vie, nourrir sa femme, ses enfants, être moral et éthique dans les affaires. Voilà, ça c'est et cette citation, c'est dans Netiv Derech Eretz, c'est à la page 447 du bouquin, si vous voulez aller le voir. Donc, et alors il ajoute que celui qui ne fait pas cela, il n'est pas mina yishuv. Il n'est pas mina yishuv, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à l'ordre social. Quelqu'un qui ne vit pas avec le derech eretz, c'est dans l'ordre social nécessaire pour le progrès humain, il est marginalisé. Donc, bien que la Torah soit au-dessus de toutes les valeurs, et on va voir comment ça s'articule dans l'époque contemporaine, bien qu'elle soit au-dessus de toutes les valeurs, les Munat Chachamim, nos Chachamim ont enseigné qu'il faut travailler, gagner sa vie et consacrer évidemment du temps à la Torah, Yomam Balayla, le jour et la nuit. Ceci, après vous avoir un peu dit ce qui se passait dans l'Antiquité, nous sommes maintenant dans une autre phase qui est la perte de l'indépendance nationale. La perte de l'indépendance nationale, ça a été évidemment la destruction du Beit HaMikdash, la dispersion, le fait que une partie de nos ancêtres, les Hébreux, ont été emmenés comme esclaves à Rome, 50 000, et 50 000 Hébreux esclaves à Rome. Donc c'était vraiment au niveau d'une grande tragédie. Eh bien, nous avons été, encore une fois, un apax. Un apax, c'est une expression qu'on utilise en linguistique pour désigner un mot qui n'a qu'une seule occurrence. Un mot qu'on ne trouve qu'une fois dans toute la littérature, ça s'appelle un apax. Le peuple juif est un apax dans l'histoire de l'humanité. Car un peuple sans terre, alors que dans la définition des peuples et des nations, la première référence est la terre, un peuple sans terre qui maintient sa cohésion. Un juif du Yémen, un juif de Lituanie et un juif de Manchester, si vous les mettez dans un même immeuble, eh bien, ils vont peut-être un peu avoir quelques petites difficultés d'habitude, mais tout le monde est juif, alors que si vous faisiez la même chose avec des goyim yéménites, avec des goyim britanniques, ça se terminerait au couteau, vraisemblablement. Donc la cohésion a été maintenue, et aussi
la volonté de réaliser, la volonté de réaliser le projet de Akadosh Baruch Hu. Ce qui a été un lien, c'est l'importance dans notre liturgie du Kaddish, dont on ne rappelle pas suffisamment que le Kaddish est un appel à ce que le monde progresse, Ba'alma divera chirute, dans le monde conforme à la volonté du Créateur. Et donc, nous avons maintenu notre cohérence, nous sommes restés les mêmes, avec la langue qui est restée au moins la langue de culture, sinon la langue vernaculaire, malgré la dispersion, malgré les persécutions, dans la solidarité et dans l'unité du peuple juif. C'est dans cette mesure que les Hébreux sont devenus des Juifs. Et nous avons vécu, nous sommes donc devenus une sorte d'extraterritorialité. Je vous rappelle que nous n'avons été des citoyens nulle part. Nous étions des sous-hommes partout, même quand on était tolérés, nous n'avions pas de droit, nous étions toujours tolérés. Et en fait, on peut dire que la Torah, le lien entre le peuple, entre les Juifs, à travers la pratique de la Torah et des mitzvot, a été en quelque sorte un territoire ou un substitut de territoire. C'est ce qui nous a permis de survivre sans territoire, c'est le lien. Et malgré tout, le sentiment, là j'utilise une expression juridique, mais elle a vraiment un contenu adapté. Nous avons vécu dans l'extraterritorialité. L'extraterritorialité, c'est continuer, on a continué dans les communautés à vivre comme si rien ne se passait et comme si nous étions encore et toujours les Hébreux de l'Antiquité. Et c'est une formule qui a réussi, puisque dans les communautés, les Talmidei Chachamim de toutes les époques, dans le Moyen-Âge et même dans les temps modernes, ont en fait géré les communautés de telle sorte que l'extraterritorialité soit un ciment profond pour que la volonté de Akadosh Baruch Hu se réalise, c'est-à-dire que le peuple juif ne disparaisse pas dans ce qu'il était. Les rapports avec les autres sont devenus des rapports internationaux. Nous étions comme des étrangers dans l'extraterritorialité. Nous avions des rapports d'étrangers et nous vivions dans notre territoire qui était la Torah et dans les endroits où nous étions tolérés. Deux événements majeurs sont survenus et qui conditionnent le problème d'aujourd'hui, le problème de la condition juive d'aujourd'hui, l'émancipation et la création de l'État d'Israël. L'émancipation a été, évidemment, on peut difficilement dire le contraire, bénéfique, parce qu'elle a permis aux Juifs de sortir du ghetto, d'avoir une nationalité, de faire des études, d'être insérés dans le tissu économique et social du pays où ils étaient. Par exemple, vous savez que la première génération de Polytechnique avait des Juifs alsaciens dès la première génération. Donc, on a été très vite pour intégrer la vie sociale et la vie politique. Donc, pour les Juifs, c'était quelque chose qui était extrêmement valorisant et en même temps, comme on va le voir, extrêmement dangereux. Dangereux pourquoi? Parce qu'ils avaient une nationalité. Et que le fait qu'ils aient une nationalité a été en soi, sans que l'on s'en rende compte, un ferment de déjudaïsation. Le fait de cesser d'être juif
national, mais de devenir un Français de confession juive était en soi un ferment, un germe de possible assimilation. Et ça c'est le premier phénomène, je vais y revenir. Le deuxième, c'est la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire le retour à l'indépendance nationale, le retour à une gestion étatique. Mais la question aujourd'hui est de savoir quel État, à quoi doit ressembler l'État. Je vous disais tout à l'heure que les Israéliens d'aujourd'hui sont les Hébreux d'aujourd'hui. Les Israéliens, ce sont les Hébreux d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça avance dans le bon sens? C'est peut-être en fait le filigrane de quelques réflexions que je vous expose aujourd'hui. Alors, l'émancipation, l'accession des Juifs à la dimension politique, le siècle des Lumières, la Haskalah, Mendelssohn, soit dit par parenthèse, je viens de revoir ça, Mendelssohn est l'objet d'une horrible calomnie. Mendelssohn n'a jamais voulu réformer le judaïsme, il n'a jamais dit ni écrit une ligne contre la halakha, et son commentaire qui s'appelle le Beur, qu'on ne lit pas dans les milieux orthodoxes, et que j'ai fréquenté à une certaine période, parce que j'étudiais avec quelqu'un qui aimait bien le Beur, vous n'y trouverez pas une ligne qui soit contre l'esprit de la Torah ou contre la tradition, mais ce qu'il a voulu faire a été mal compris, mal vu par d'autres rabbins qui sont allés beaucoup plus loin et qui n'étaient pas, comme lui, des Talmidei Chachamim, car Mendelssohn, c'était vraiment un Talmid Chacham. Il suffit de regarder un peu son commentaire pour s'en rendre compte. En tout cas, il a rendu évidente la tension entre la vie des communautés et la société moderne d'alors, au début du XIXe siècle. Et a commencé à se développer une série de courants de pensée. Je ne vous citerai même pas les différents rabbins, dont certains étaient quand même des gens compétents, et c'est étonnant de voir le pli qu'ils ont pris, qui ont dénié à la Torah et au Talmud, à la Gemara, toute valeur de parole divine intouchable. C'est-à-dire que le point de rupture de la réforme a été le fait de considérer que la Torah, le Talmud, ça s'étudie, la Gemara, ça s'étudie comme je peux faire un commentaire sur Polyeucte ou n'importe quel, ou l'Antigone de Sophocle. Je prends le texte et je le décortique sans utiliser la méthodologie de tous les temps des Chachamim quand il s'agit de transmettre l'enseignement de la Torah. Et la conséquence de cette démarche a été que, automatiquement, ils ont pu considérer qu'avait un caractère obsolète et sans fondement l'observance de certaines règles de la halakha, comme par exemple l'abandon de la cacheroute. Ils ont inventé une sorte de cacheroute. On ne mange pas de porc, on ne mange pas de chien non plus, on ne mange pas de... Pourquoi si vous voulez, des attitudes avec une sorte de rationalité complètement détachée, une fausse rationalité d'ailleurs, complètement détachée de la démarche juive. La même chose pour l'abandon du Shabbat, des règles essentielles du Shabbat. Le Shabbat devenu finalement la valeur profonde du Shabbat pour le peuple juif, c'est que c'est un jour où non seulement on ne fait pas de melachot, où on ne transforme pas le monde matériel, mais c'est un jour de vie intérieure,
et c'est en quelque sorte une sorte de gestion des loisirs. Et finalement, leur Shabbat, ce qu'ils ont voulu faire du Shabbat, où on a le droit de faire à peu près tout ce qu'on veut, où on est sorti du raisonnement shabbatique, du raisonnement, ça consiste finalement à transformer le Shabbat en dimanche, c'est-à-dire le jour où on va au match de foot. Voilà. Bon, nous sommes complètement différents de cela. C'est cela qu'ils ont voulu faire. Ils ont aussi introduit le Sidour en allemand. Ça, c'était... Le Sidour en allemand, la prière en allemand, dans le principe, vous me direz si je me trompe, il n'y a rien de choquant dans le fait de prier dans une langue étrangère. C'est le Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch permet de prier en n'importe quelle langue. Non, mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut prier en français. Je suis en train de dire que dans le principe, par exemple, la Haggadah de Pessah, il faut la lire dans une langue que tous les participants comprennent. C'est le Shulchan Aruch. Et bon, on peut dire on peut dire le Shema dans n'importe quelle langue, puisqu'il faut le comprendre. Encore une fois, c'est le Shulchan Aruch. On ne fait pas ça, mais dans le principe, ça, c'est pas un énorme scandale que d'avoir un Sidour avec des traductions en allemand. Ils ont aussi introduit de la musique dans la liturgie. Alors la musique dans la liturgie, c'est pas seulement le principe de la violation du Shabbat, c'est plus grave que ça. C'est la confusion entre l'émotion artistique et l'émotion religieuse. L'émotion artistique, elle est tout à fait licite. Rien ne m'interdit d'aller à l'opéra, mais je ne dois pas confondre le Beit HaKnesset et l'opéra. Et le fait d'introduire de la musique, de l'orgue dans les synagogues, c'était dans le principe une sorte de déviation hellénistique, parce qu'en fait c'est une démarche qui à l'origine est assez hellénistique. Alors, il faut aussi ajouter que dans cette période-là, tous les rabbins ne souhaitaient pas des ruptures aussi profondes. Il y a eu tout un éventail. Ce qui demeure jusqu'à aujourd'hui et qui est assez fâcheux, c'est le fait que les conversions de conjoints sont facilitées à l'extrême. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui est juif veut se marier avec quelqu'un qui ne l'est pas, la conversion est facilitée. Donc ça c'est vrai à Paris aussi, dans les synagogues libérales ou réformées. Et aussi une conception qui est erronée de la filiation peut-être maternelle ou paternelle, alors que dans la halakha, on considère que l'enfant suit la condition de la mère. Les conversions sont aussi relativement faciles par rapport à ce que sont les conversions orthodoxes. Ceci étant, les conversions orthodoxes sont, dans un grand nombre de cas, excessivement difficiles. On chasse des gens qu'on ne devrait pas chasser, enfin, ça c'est mon sentiment, mais il y a évidemment un équilibre à trouver, ce n'est pas mon propos. À propos de filiation paternelle ou maternelle, je vais vous dire quelque chose qui est une démarche, un raisonnement très juridique, mais je crois que c'est totalement vrai. La filiation dans une famille légitime, c'est-à-dire le père et la mère sont juifs. Les enfants sont juifs parce que le père est juif, et pas parce que la mère est juive. Parce que ce sont des enfants légitimes, issus d'un père et d'une mère qui sont juifs l'un et l'autre et qui sont mariés. Mais dans un mariage ou plus exactement une situation de fait non qui n'est pas le mariage, c'est-à-dire une situation de fait, eh bien comme dans toutes les législations au monde, en France aussi, l'enfant né d'une filiation naturelle suit la condition de la mère. Parce que comme le père
comme il n'y a pas de situation juridiquement protégée, l'enfant suit la condition de la mère. Donc, halachiquement, la preuve c'est que le minhag, on suit le minhag du père, et je pense que ce que je dis là, je pense que c'est conforme à la réalité. Car un mariage entre un juif et une non-juive, ça n'est pas un mariage. On dit mariage mixte, mais ce n'est pas un mariage, c'est une pure situation de fait. Et dans ce cas-là, l'enfant appartient à la mère, comme d'ailleurs dans le droit français, un enfant naturel est l'enfant de la mère. Même si le père a reconnu l'enfant, il y a une priorité donnée à la mère pour un certain nombre de droits. Donc, c'est une petite parenthèse. Lorsque ce grand mouvement de réforme s'est répandu, une voix extraordinaire s'est élevée, c'est celle de Rav Shimshon Raphael Hirsch. Scandalisé, profondément peiné par les succès de la réforme, par ce qui se passait dans la rue juive, il a été le premier fondateur d'une école juive parfaitement traditionnelle, respectant complètement l'enseignement de la Torah, mais en même temps, où on enseignait des matières profanes, de telle sorte que des gens sont venus dans ces écoles, ont mis leurs enfants dans les écoles sans avoir le sentiment ni de renoncement par rapport au judaïsme, ni de fréquentation d'une école de la réforme. Et il a aussi écrit en langue allemande. Vous savez que tous les livres que nous utilisons de Shimshon Raphael Hirsch sont des traductions en hébreu. Moi, j'ai quelques bouquins en allemand. C'est très difficile à lire. Mais l'hébreu est une traduction de l'allemand. Alors, c'est un phénomène intéressant. Pendant très longtemps, on étudiait en hébreu, ou on étudiait dans une langue vernaculaire juive, le judéo-arabe, ou le yiddish, ou le judéo-alsacien, ou l'hébreu, mais on n'étudiait pas la Torah dans la langue du pays. Or, aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe à Paris, il y a une floraison d'ouvrages sur le judaïsme, d'ouvrages juifs, pas tous, mais beaucoup, de grande qualité, qui peuvent être fréquentés tranquillement par beaucoup de nos coreligionnaires pour apprendre beaucoup de choses sur le judaïsme. Donc cette idée fondamentale de Shimshon Raphael Hirsch, qui en a été le promoteur, eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, elle s'est répandue quand on voit ce qu'est la littérature de Torah en anglais et en français. En allemand, ça recommence. Il y a même maintenant des livres de Torah en polonais. Ça recommence aussi, ça repart. Donc, voilà, c'est une chose qu'il a faite. Avec le Malbim, qui était à peu près contemporain. Le Malbim, c'était le grand rabbin de Bucarest. Avec le Malbim, ils étaient à la pointe de la lutte contre la pseudo-critique positive historique assez destructrice des convictions. Alors il a écrit Chorev, c'est le bouquin que j'ai là, Nachalat Tzvi, 19 lettres qui sont aussi traduites. La grande question à propos de Shimshon Raphael Hirsch, certains, notamment dans le monde Haredi, disent qu'on ne peut pas tenir compte, parce que ça le système leur déplaît, qu'on ne peut pas tenir compte de cette démarche parce que c'était Hora'at Sha'a, qu'il a pris ses décisions en fonction des exigences du temps. Or, ça semble totalement erroné, et je vais vous lire deux citations que j'ai traduites en français, je ne vais pas lire le texte en hébreu. Voilà ce que dit Shimshon Raphael Hirsch. Torah im derech eretz ne fait pas partie de notions troublées liées au temps.
Il s'agit de la sagesse ancienne et traditionnelle des Chazal, qui a fait face à l'épreuve en tout lieu et en tout temps. Donc, il rattache son comportement à ce qui s'est toujours passé et il énonce cette idée qui est une idée force qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que l'enseignement de Shimshon Raphaël Hirsch n'est pas un enseignement de syncrétisme. Il ne s'agit pas d'avoir une pensée qui soit un mélange de Torah et un mélange de pensée occidentale. Il ne s'agit pas d'un syncrétisme. Il s'agit de veiller à la prépondérance de la Torah, mais en ayant la connaissance et de ce qui se passe autour du peuple juif, autour de la pensée juive, et ne pas considérer qu'en dehors de la Torah, il n'y a rien. Ce n'est pas exact. Il y a une pensée universelle et il faut en tenir compte. Autre citation de Shimshon Raphaël Hirsch, il inclut dans le Derech Eretz le savoir et la culture. À l'école qu'il a créée à Francfort, on enseignait les mathématiques et la physique, on enseignait de la Torah essentiellement, mais on enseignait les mathématiques et la physique. Derech Eretz inclut, nous dit-il, tout ce qui résulte du fait de l'existence humaine. Le Derech Eretz résulte du fait, tout ce qui résulte de l'existence humaine. Sa mission, sa vie sociale se déroule sur la terre dans des conditions de la vie terrestre. C'est ce que j'appelais tout à l'heure être mina yishuv. Ainsi, cette expression décrit les moyens de gagner sa vie, de maintenir l'ordre social, inclut aussi les usages, étiquette. En allemand, le mot étiquette est un mot plus large que le mot étiquette en français. Étiquette, c'est la politesse, le savoir-vivre, toute l'huile qu'on met dans les rouages des rapports sociaux, ainsi que l'éducation civile et l'humanisme. Ça, c'est le commentaire dans les Pirkei Avot sur Torah and Derech Eretz. La formule fait partie des Pirkei Avot, comme chacun le sait. Shimshon Raphaël Hirsch a toujours été, et nous ne devons pas l'oublier, nous devons suivre cette voie, être sans aucun compromis avec l'esprit de la halakha et avec sa mise en œuvre. La Torah doit être pour nous, avec tout le contour que je viens de dessiner, un sanctuaire intouchable. Alors maintenant, il ajoute encore quelque chose. Il nous dit que Torah and Derech Eretz est non seulement possible, mais il écrit clairement que c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'il est nécessaire pour l'homme juif d'être dans la société, d'être dans la vie, d'être dans la science, d'être dans les arts, d'être un mensch, un être humain, avant ou en même temps qu'il est attaché à la Torah. Et je vais encore vous faire, c'est la dernière citation, vivre selon la Torah exige la participation aux affaires du monde, ça il le dit clairement. La citation, ce que je vous dis sort de Chorev, qui est un livre de base. Il dit ceci: la personnalité religieuse éclairée, c'est l'idéal, être un juif fier, croyant dans les valeurs éternelles de la Torah, dans la capacité de s'engager et d'influencer la culture et la science de l'époque. Donc voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose comme ambiguïté. Maintenant, le deuxième événement capital qui est intervenu dans l'histoire du peuple juif, c'est la création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël nous fait revenir à la normalité, puisqu'on a désormais un pays, une terre, fait que nous redevenions des Hébreux
et fait que nous devons revenir à une gestion politique et étatique de notre loi. C'est-à-dire que alors que pendant tout le Moyen Âge et en Galoute, la Torah a été réduite, notamment depuis l'émancipation, à une dimension de religion, nous devons absolument faire en sorte, c'est mon sentiment, je pense que les rabbins de notre époque, les gdolim de notre époque, ont le devoir de mener une réflexion politique de réorganisation en fonction des circonstances économiques, sociales et politiques dans lesquelles nous vivons. On ne peut pas, je pense que c'est contre l'esprit de la Torah, en tout cas la manière dont Shimshon Raphaël Hirsch le concevait. Je crois aussi que c'est contraire au bon sens, parce que le bon sens c'est quand même quelque chose qui nous conduit dans la vie quotidienne. Il faut que la Torah, que la voix de la Torah s'exprime sur l'organisation politique du peuple juif. Et quelqu'un qui a compris ça depuis l'origine, et je vais maintenant lui consacrer quelques minutes, c'est le Rav Kook. Alors, le Rav Kook, il a fait son Aliyah en 1904. Il est le père de la halakha politique. Il a énormément écrit sur l'État, et encore plus son fils, le Rav Tzvi Yehuda Kook, Zichrono Livracha. J'ai eu le privilège, avec Sylvia Lyon d'ailleurs, il y a je ne sais pas combien d'années, autant ne pas le dire, par gentillesse pour elle, nous avons suivi pendant 2 années de suite un cours d'1 mois à Jérusalem, où nous avions tous les jours 1 heure avec Zichrono Livracha, le Rav Tzvi Yehuda Kook, qui avait une petite voix, et Manitou traduisait ou répétait ce qu'il disait pour que tout le monde entende. C'était extraordinaire, on était assis autour de lui à écouter les paroles. C'était une histoire extraordinaire, et c'était le début de cet enseignement qui malheureusement ne perce pas beaucoup, en tout cas pas très vite, qu'il faut une halakha politique. Et dans les idées du Rav Kook, il y avait des choses extraordinaires. D'abord, lui-même, il a eu une formation fantastique. Il avait un père qui était mitnaged, c'est-à-dire qui était férocement hostile à la chassidoute. Sa mère était Lubavitch, ce qui prouve que la cohabitation est possible. Il a étudié à Dvinsk. Dvinsk, c'est la ville du Meshech Chochma, et c'est aussi la ville d'un rabbin qui s'appelle Epstein et qui est l'auteur de Aroch HaShulchan, pas Shulchan Aruch, mais Aroch HaShulchan, c'est aussi à Dvinsk. Et puis il a étudié à l'université, à la yeshiva de Volodjin. L'université de Volodjin, qui a été créée par Rabbi Chaim de Volodjin, qui était à la fois un disciple et un codisciple du Gaon de Vilna, avait une particularité, c'est que c'est la première yeshiva qui a été construite, édifiée plutôt, sur le modèle de l'université. C'est-à-dire qu'alors qu'avant, il y avait une yeshiva dans chaque ville, Rabbi Chaim de Volodjin est allé à travers le pays, à travers la Lituanie, la Russie, la Pologne, chercher les Ilouyim, les élèves géniaux des yeshivot, pour créer cette yeshiva de Volodjin. Le Rav Kook a étudié là-bas, et une petite remarque assez amusante. Vous savez peut-être que les fondateurs à Berlin, au début du 19e siècle, de la première université de sciences sociales, les fondateurs de la première université de sciences sociales à Berlin, c'était des transfuges de Volodjin. Ce sont des étudiants de la yeshiva de Volodjin qui, ayant quitté la yeshiva, ont créé les sciences sociales à Berlin. C'est une parenthèse
mais ce n'est pas inintéressant à savoir sur notre rayonnement extérieur. C'est en sortant du précaré qu'on a quand même quelques influences. Alors, je reviens à Rav Kook, confronté aux lumières, à l'émulation, à la culture universelle, il crée en Eretz Israël une première yeshiva qui est à Yafo, où on enseigne non seulement la Gemara comme partout, mais où on enseigne aussi de la pensée, ce qui était une innovation par rapport aux yeshivot antérieurs. Et il est le père, avec son fils le Tzvi Yehuda, il est le père du sionisme religieux, du sionisme politique et religieux. Il est intervenu, alors dans des marloquettes entre rabbins, comme il y en a, je dirais presque toujours, mais ce n'est pas toujours une marloquette lishma, c'est toujours quelquefois des conflits de personnes plus que des conflits de doctrine. Il est intervenu pour que l'agriculture nouvelle, l'attitude novatrice par rapport à l'attitude habituelle du peuple juif qui consistait à créer une agriculture, ne soit pas brusquement interrompue par la Shemitah. Alors il a fait il a fait un psak halacha pour dire qu'on pouvait utiliser les terres à condition qu'elles soient vendues à des goyim. Donc c'est par une fiction juridique qu'on a utilisé la production de la Shemitah. Alors, on peut dire que c'est choquant, la fiction juridique, mais nous faisons tous ça à Pessah. Je rêve du jour où le goy à qui nous vendons le Hametz vienne pour prendre possession de son placard. Ce sera un truc assez amusant. Bon. Les fictions pas si amusant que ça pour vous. Non, mais bon, les fictions juridiques, nous en pratiquons un certain nombre. Pourquoi pas celle-là? J'en sais rien. Je n'ai évidemment aucune qualité pour m'exprimer sur ce sujet-là. En tout cas, il a généré une nouvelle génération dans la modernité, fondée sur cette idée majeure que je résume. Il ne s'agit pas de rejeter ce qui est profane, il ne s'agit pas de repousser ce qui est profane, il s'agit de le sanctifier. C'est-à-dire que le Rav Kook dit, les juifs non religieux, les gens du Bund qui viennent pour retourner la terre d'Israël et pour la défendre ont un mérite, ils sont au niveau de gens qui pratiquent d'autres mitzvot que celle de régénérer la terre. Il ne s'agit pas de les exclure, il s'agit de leur montrer qui ils sont, ce qu'ils sont, et il faut avoir de la patience. Le nationalisme au sens français, ça n'a rien à voir avec ça. Et en revanche, ce qu'on trouve aussi dans la pensée du Rav Kook, c'est quand même la messianité. La messianité, d'ailleurs dans le Mishnah Berach que Monsieur le rabbin fait chaque Shabbat, on appelle l'État d'Israël Réchit. Smichatenu. Comment c'est quand Smichatenu. Smichat Geulatenu. Réchit Smichat Geulatenu. Le commencement de l'embryon ou le germe de notre Geoula, c'est-à-dire de l'avènement de l'époque messianique. Alors voilà donc un peu une description. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en Israël? Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Il y a une sorte de Kulturkampf indiscutable entre deux sortes de juifs. Ceux qui, dans la tradition
de l'émancipation, du fait que dans le monde occidental, partout, la religion est séparée de la politique, pour parler de manière très schématique. Dans cette tradition, ils veulent un judaïsme laïque. Et ils sont en Israël pour être un peuple comme les autres. Nous avons tous en Israël entendu cette formule de la part de nos amis, nous sommes un peuple comme les autres. Et vous avez une autre catégorie de juifs qui disent, nous ne voulons pas être un peuple comme les autres, nous voulons être le peuple juif. Et ça, ce Kulturkampf conditionne l'essor politique dans la direction de la judaïsation. Et je vais vous exprimer un point de vue personnel optimiste en guise de conclusion. Je suis optimiste pour la raison suivante. Je ne crois pas que la déjudaïsation de l'état de la population israélienne soit tellement profond. Je crois qu'il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup de déjudaïsation, mais si vous regardez bien, un certain nombre de choses sont quand même des sources d'optimisme. Personne ne demande qu'on supprime la circoncision. Personne. Il n'y a pas en Eretz Israël d'enfants non circoncis. Ça n'existe pas. Il y a pas. Le plus laïque des laïcs veut faire circoncire son fils. Il n'y a pas en Israël, vraiment rarissime, de maison sans mezouza. La mezouza, elle n'est peut-être pas kshera, elle n'a peut-être pas été vérifiée régulièrement, mais dans le principe, les juifs ont une mezouza sur leur porte. Un autre phénomène, en Israël, tout le monde fait la shiva. Vous avez remarqué ça? Des gens complètement déjudaïsés, complètement en dehors de tout, qui ne pratiquent rien, quand ils perdent un membre de leur famille, ils font la shiva et ils disent Kaddish. Donc, si vous voulez, il y a un petit quelque chose chez tous ceux qui sont les plus déjudaïsés, mais en revanche, il y a un lien extraordinaire qui permet, et c'est plus qu'un espoir, qui permet un retour rapide, une tchouva, si vous préférez, le retour du peuple juif vers son Dieu, vers sa loi, vers sa Torah, parce qu'il parle hébreu. Et qu'en parlant hébreu, ça a une double conséquence. La première, c'est que si quelqu'un qui ne connaît rien veut se mettre à étudier la Torah, eh bien, c'est extrêmement simple. Il prend des bouquins, il regarde. Alors que vous imaginez, en France, ce que représente le fait de savoir simplement lire le Chumash, ça représente un travail gigantesque. Donc, le pont n'est pas coupé. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, et c'est pas extrêmement su, mais c'est une réalité. Pour la première fois, depuis les grandes yeshivot de Babylone, pour la première fois depuis Babylone, il y a une vraie osmose entre la yeshiva et l'université. Vous avez de nombreux garçons qui, ayant fait des études, vont ensuite passer une année à la yeshiva ou 2 années à la yeshiva. Et vous avez l'inverse. Vous avez des gens qui ont passé des années à la yeshiva et qui décident de faire un cursus universitaire, d'apprendre quelque chose. En tout cas, la nécessité d'avoir une réflexion politique sur le développement de l'État, ça, c'est au niveau d'Eretz Israël, ça, c'est le Derech Eretz. Le Derech Eretz, c'est être Mina Yishuv, c'est-à-dire avoir une gestion étatique, une gestion des institutions, une gestion de la pensée, une gestion du progrès. Et c'est pour ça que
tout en ayant évidemment les deux pieds dedans. J'ai un mal fou à me retrouver dans une situation confortable avec un monde Haredi, avec un certain monde Haredi, qui vit en dehors du Yishuv. Je suis à 100% d'accord avec ce que veut faire Bibi Netanyahou, à savoir de rendre le service militaire obligatoire. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des batlanim qui traînent dans le yeshivot à qui on apprend à ne rien faire, alors que les autres, je pense que quelqu'un je pense comme le Rav Kook, que quelqu'un qui défend la terre d'Israël, ou que les parents qui donnent leurs gosses à l'armée, eh bien, ils ont autant de valeur et de mérite que ceux qui mettent les tefilines de Rabbeinu Tam. Donc, je vous ai fait un peu part de quelques idées sur ce sujet, un peu explosive peut-être, monsieur le rabbin, je vous ai choqué. Je ne suis pas kamikaze. C'est-à-dire... Vous dites explosif. Monsieur le rabbin, je voudrais quand même que vous me disiez quelque chose. Bon. Il y a des questions? Oui, Claude. Merci beaucoup, Charles, pour les débats. Mais est-ce que tu peux revenir sur la phrase